Bonsoir chers amis du débat du jeudi, merci de prendre le rendez-vous pour ce nouveau voyage dans Point de vue. Aujourd'hui nous parlons des États-Unis d'Afrique. La colonisation nous a divisés, dit-on, mais il nous revient à nous de nous unir, de nous reconstruire. L'Afrique sera-t-elle un jour un seul pays? C'est une grande question qui revient de plus en plus, car le rêve des panafricanistes de faire du continent mère une seule nation se noie malheureusement dans l'utopie. Les États-Unis d'Afrique, jusqu'à quand l'utopie? C'est tout de suite avec Ibrahim Yves Bouka. Alors pour commencer cette interview du jour, on va vous demander directement, Ibrahim Yves Bouka, comment réunit-on les pays d'Afrique en un seul bloc lorsqu'il y a des hostilités, j'allais dire, entre les peuples? Je prends par exemple le cas de l'Afrique du Sud où il est difficile de se sentir étranger. Merci pour la question. C'est une question intéressante. C'est une question vraiment qui traduit la réalité de ce que beaucoup de pays vivent actuellement. En un mot, en fait, on peut résumer cette problématique par le thème de la xénophobie, qui est une réalité dans la plupart des pays, surtout les pays qui sont ouverts à l'immigration, comme l'Afrique du Sud, vous avez cité, et bien d'autres cas à travers le continent. Donc en fait, effectivement, c'est un problème. On ne peut pas vouloir bâtir une unité africaine ou les États-Unis d'Afrique alors que les populations ne se supportent pas entre elles. On parle de xénophobie, on parle de haine de l'étranger, certains pays où les étrangers n'ont même pas droit de citer. Voilà. En fait, ce qu'on doit comprendre à travers ce phénomène, c'est que d'abord, les populations africaines jusqu'à aujourd'hui sont restées attachées et cloisonnées derrière en fait les frontières héritées de la période coloniale. Parce que à partir du moment où quelqu'un qui se dit appartenir à un pays n'accepte pas ses frères de race noire parce qu'il vient de notre pays, en fait, on est en train de continuer de perpétuer effectivement cette division que nous avons héritée de la fameuse conférence de Berlin en 1884-85 qui a consacré le morcellement de l'Afrique, la division de l'Afrique entre les différentes puissances européennes qui se sont chacun érigé des zones d'influence. Donc ça c'est la première chose. Et si on veut bâtir une unité africaine, on doit pouvoir en fait remédier à cette situation. Qu'est-ce qui emmène cette xénophobie? Généralement, si je prends le cas de l'Afrique du Sud, c'est, on va dire quoi, c'est le sentiment d'aigreur. Parce qu'il faut comprendre que les populations, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a longtemps vécu dans le système de l'apartheid, où les Noirs sont restés cloisonnés dans les townships, croupissant souvent dans la pauvreté. Donc, ils ont pensé un temps qu'avec l'avènement, avec la fin de l'apartheid et l'avènement du pouvoir politique entre les mains des Noirs, que la situation devait changer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'économie sud-africaine reste toujours entre les mains des populations blanches et les Noirs sont toujours en fait relégués en seconde zone. Donc c'est cette aigreur qui fait que quand ils voient leurs frères africains de race noire comme eux venir réussir dans leur pays à eux, où eux, ils n'ont en fait jusqu'à présent, jusqu'à date, n'ont rien eu. Donc souvent, ils affichent des comportements de violence pour en fait manifester un ras-le-bol qui peut se comprendre. Je dis bien qui peut se comprendre sans pour autant justifier cette violence. Donc il est important que la plupart des pays africains mettent en place les conditions pour l'émergence d'une véritable, on va dire quoi, l'émergence de véritables hommes d'affaires qui vont créer de la richesse, donner des emplois et permettre en fait aux populations d'avoir un niveau de vie acceptable en ayant le minimum vital. Donc c'est le fait que les populations n'aient pas ce minimum vital qui fait que généralement ils sont hostiles aux étrangers qui, quand eux ils viennent dans les pays, d'autres pays qui ne sont pas les leurs, ils viennent faire des affaires et ça suscite l'aigreur des populations locales ou populations autochtones. Ok, voilà qui est bien dit, Ibrahim Bouka. Il a évoqué la question de la xénophobie qui sévit effectivement dans différents pays, dont l'Afrique du Sud. Mais en dehors de ça, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte si nous voulons aller vers
ce rêve d'unir tous les pays d'Afrique. Je voulais vous demander, est-ce que la monnaie commune, le passeport commun, ne sont-ils pas des caps à franchir avant même d'atteindre ce rêve d'États-Unis d'Afrique? Ne pensez-vous pas? Oui, bien sûr que, on va dire quoi, l'unité politique, parce que quand vous parlez des États-Unis d'Afrique, il s'agit d'une unité politique. Mais l'unité politique, pour qu'elle soit viable, elle doit être précédée par l'unité économique. Et c'est dans cette optique, effectivement, qu'une monnaie commune doit jouer ou peut jouer un rôle d'unification des populations africaines. Et à ce niveau, je pense qu'il y a déjà eu des projets dans ce sens. Le feu colonel Muammar Kadhafi avait ce projet, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles... Mais des projets qui échouent toujours. C'est d'ailleurs... Bon, ça n'échoue pas. C'est-à-dire que... faut déjà dire qu'actuellement, puisque la plupart des pays qui composent le continent africain ont été colonisés par des puissances coloniales différentes, donc on assiste là, sur le plan économique, à des pays qui n'ont pas le même niveau sur le plan économique et qui n'ont pas des monnaies, qui ont des monnaies différentes. On a, par exemple, dans le cadre de la zone d'influence française, nous avons le CFA, des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, comme eux aussi, ils ont leurs réalités économiques qui font qu'ils ont leur propre monnaie. D'accord? Donc, pour qu'on assiste à une unité économique, il faut d'abord que les pays africains en fait s'affranchissent d'un certain nombre de pesanteurs. Et parmi ces pesanteurs, d'abord, il y a, je veux dire, la tutelle économique occidentale. Des pays qui, pour la plupart, ont été des anciennes puissances coloniales. Ici, je fais beaucoup plus référence aux pays qui ont été colonisés par la France, où on assiste depuis 1945 à une tutelle monétaire caractérisée par l'usage d'une monnaie française. Je dis bien une monnaie française parce que ce sont les Français qui ont créé cette monnaie, donc le franc CFA. Et cette monnaie, ce n'est pas une monnaie qui permet des échanges déjà entre, on va dire, les zones d'Afrique noire francophone en Afrique de l'Ouest et les zones noires d'Afrique noire francophone en Afrique centrale. Et elle ne permet pas également des échanges sur le plan économique avec des pays d'autres zones d'influence, par exemple les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, si ce n'est d'abord convertir ces monnaies-là dans des monnaies étrangères comme le dollar ou bien l'euro pour pouvoir ensuite échanger ou commercer avec des pays du continent africain. S'agissant du passeport, bon, il faut dire que le passeport africain c'est déjà une réalité, sauf que pour le moment, il n'est utilisé que par les hommes politiques et les diplomates. Mais il n'est pas encore à la portée des populations. Voilà. Mais il faudra bien qu'on en arrive à là. Mais pour que ça arrive, il faut, on va dire quoi, qu'on mette un terme aux frontières. Parce qu'un passeport africain, pour les populations du nord comme du sud, de l'est, de l'ouest du continent, ça suppose qu'il n'y a plus de frontières. Donc, le Gabonais que je suis, par exemple, si j'ai envie de me rendre en Éthiopie, je n'ai plus besoin de payer un visa ou bien d'obtenir un visa auprès de l'ambassade de l'Éthiopie auprès du Gabon. Pour poursuivre dans cette interview du jour, Ibrahim Yves Bouka, j'allais vous demander, l'Union africaine, cette institution qui a quand même une certaine aura, est-ce qu'elle n'est pas déjà une ébauche pour faire de l'Afrique un pays? L'Union africaine, effectivement, c'est un pas important que les pays africains ont franchi dans l'optique, effectivement, d'unifier le continent. Déjà que cette Union africaine date de 2002 en Afrique du Sud. Avant, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, d'accord. Et cette Union africaine a été lancée par le colonel Muammar Kadhafi, donc le guide libyen, qui a en fait ici jeté les bases d'une union politique. L'Union africaine, effectivement, c'est une ébauche. Sauf que cette Union africaine, en fait, a des problèmes qui font qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas, ou du moins, elle connaît un ralentissement ou un frein dans cette dynamique de réunir tous les États africains. D'abord, première chose, c'est que on parle d'Union africaine ou d'unité africaine, alors qu'on continue à avoir des États qui naissent et qui toujours s'inscrivent dans la logique des frontières héritées de la colonisation.
il n'y a pas longtemps, en 2011, nous avons eu la création de l'État du Soudan du Sud, et qui est un État, voilà, c'est un nouvel État. On a eu quelques années avant, on a l'Érythrée, voilà, ce sont des nouveaux États. On ne peut pas dire qu'on va vers une Afrique unie, alors qu'on continue à avoir des États qui se créent, voilà, avec des frontières héritées de la colonisation. L'Union africaine dont on parle aujourd'hui, il faut dire que cette Union africaine, à 70%, les fonds qui permettent de financer le fonctionnement de cette institution sont originaires de l'Occident. Donc on ne peut pas parler d'Union africaine alors que cette Union africaine est financée à hauteur de 70% par des pays qui sont extérieurs à l'Afrique, notamment l'Union européenne, notamment les Américains. Et là encore récemment, il y a un scandale, effectivement, pour ne pas dire un sujet de discorde qui a éclaté entre les présidents africains, entre les leaders africains, c'est le fait d'avoir ouvert les portes de l'Union africaine à l'État d'Israël en tant que pays observateur. Donc on ne peut pas parler d'Union africaine alors que nous avons toujours dans nos pieds des cordes qui en fait nous empêchent d'avancer et qui sont pour la plupart on va dire quoi, des freins qui sont mis sur notre chemin par les anciennes puissances coloniales. Alors Yves Bouka, vous me prêtez un mot pour conclure l'interview du jour. Alors j'allais vous demander en une petite phrase le frein principal à ce projet d'unir l'Afrique. Pour moi, le principal frein à l'unité de l'Afrique, bon, le principal, je dis bien, parce qu'il y en a plusieurs, mais le principal pour moi, c'est l'impérialisme occidental. Cette logique de domination des pays occidentaux, d'accord, s'est poursuivie au 19e siècle et au 20e siècle avec la colonisation. Cette propension de l'Occident à toujours vouloir empêcher à l'Afrique de se faire, de se réaliser, de s'unir, on l'a vu en 2010-2011 avec l'assassinat du guide libyen qui a été, on va dire, quelqu'un de très inspiré pour la réalisation concrète de l'unité économique et politique du continent africain. Donc il y a effectivement beaucoup de facteurs qui expliquent aujourd'hui le fait que l'Afrique n'arrive pas à s'unir, mais pour moi le facteur principal c'est le néocolonialisme et l'impérialisme des pays occidentaux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est sur ces mots importants que nous allons finir l'interview du jour. C'était Point de vue avec Ibrahim Bouka, ce spécialiste en relations internationales et analyse politique. Chers amis du débat du jeudi, c'est sur cette note-là que nous allons nous dire au revoir pour ce Point de vue du jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.